Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire un énorme merci à Gabriel Savoie d'avoir réalisé cette recherche et qui a permis la conceptualisation de cette vidéo. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce et à laisser un commentaire. Bon visionnage! Les violences qui existent en Irlande du Nord entre protestants et catholiques sont vieilles de plusieurs siècles. Incapables de trouver des solutions efficaces, ces communautés ne semblent pas pouvoir vivre de façon harmonieuse. Du moins, c'est ce que le 20e siècle tend à nous démontrer. Éprouvant une haine et une rancœur envers l'autre, cette féroce dualité a mené à plusieurs épisodes de violence. Dans cet épisode, je vous propose d'explorer les origines multiples de cette rivalité qui encore aujourd'hui semble perdurer. Les origines du conflit remontent au moins jusqu'au 16e et 17e siècle en opposant deux groupes éthiques et nationaux, soit les gaéliques catholiques et les protestants anglais, écossais et gallois. Très vite dans l'histoire de l'Irlande, le christianisme s'installe dès le 5e siècle avec l'arrivée des premiers évêques romains dont Saint Patrick. Bien que des prémices chrétiennes soient présentes avant cela, la conversion prit son ampleur à ce moment. Lorsque l'Angleterre tombe sous la tutelle des Normands par la conquête de Guillaume le Conquérant, la culture normande se fonda à celle des Irlandais. La région était alors dirigée par ce qui allait devenir les Anglo-Normands. Au cours du 12e siècle, des révoltes éclatent chez le peuple anglais qui demande la fin de cette assimilation culturelle. De grandes familles royales s'affrontent donc sur l'échiquier politique et le projet de la colonisation de l'Irlande est lancé. Durant son règne, le roi Henri VIII adopte une politique d'expropriation et distribue les terres prises aux gaéliques à des nouveaux protestants nouvellement arrivés. Avec ces nouvelles vagues de colonisation par les Britanniques, les peuples gaéliques sont vus comme arriérés et inférieurs. Devenant plus nombreux en Irlande du Nord, ils obtinrent en peu de temps un monopole politique au Parlement, menant les catholiques à être exclus du pouvoir. Les protestants, arrivés en Ulster, eurent droit à des terres et des titres, ce qui leur accorda un grand pouvoir politique, social et économique sur les natifs irlandais. 5 ans plus tard, des violences éclatent dans une Irlande du Nord sous tension sociale et politique. En pleine Première Guerre mondiale, cet événement se caractérise par la révolte de 800 militants catholiques républicains qui organisent alors un soulèvement armé par l'occupation de la poste centrale à Dublin et qui proclame l'indépendance de l'Irlande. Les meneurs du mouvement, représentant plusieurs idéologies politiques telles que le catholicisme, le nationalisme, le républicanisme et le socialisme sont notamment Patrick Pearse et James Connolly. La réaction du gouvernement londonien fut brutale et mena à l'exécution et l'arrestation de rebelles, entraînant une perte de légitimité auprès des Irlandais. Pour les catholiques irlandais, les morts deviennent des symboles. C'est en 1920, avec le Government of Ireland Act, que l'Irlande est divisée en deux. Tout d'abord, nous avons l'Irlande du Nord, et ensuite l'Irlande du Sud, qui est alors renommée la République de l'Irlande. Ces deux régions sont alors pleinement autonomes et peuvent gérer leur corps ainsi que leur territoire comme bon leur semble. Cette gestion propre du territoire, c'est ce que l'on nomme le Home Rule. L'Irlande du Sud, comptant 26 comtés, a été créée pour satisfaire les catholiques nationalistes et républicains représentés par le parti politique du Sinn Féin. Tandis que l'Irlande du Nord, comptant 6 comtés, a vu le jour pour satisfaire les unionistes d'Ulster, originellement les protestants anglais. Cette partition de l'Irlande fut orchestrée par les politiques britanniques, cherchant alors à satisfaire les deux groupes nationaux. Toutefois, cette séparation de l'Irlande n'a pas pu arrêter les grognes des deux groupes. Les nationalistes irlandais réclamaient alors l'indépendance de l'Irlande en 1918 et affirmaient que ce n'étaient pas des groupes d'unionistes qui allaient leur faire peur. Parmi leurs multiples revendications, ils protestent le tracé des frontières. Ainsi, ils affirment que celui-ci aurait plutôt été fait par profit, en maximisant les terres du Nord, sans tenir compte des réalités religieuses et des majorités catholiques se trouvant en terre de l'Irlande du Nord.
Les unionistes conservateurs ne sont pas satisfaits non plus, car ils ne voulaient pas la division de l'Irlande, celle-ci les obligeant à défendre la province d'Ulster. Les affrontements eurent lieu de 1919 à 1921 concernant le Home Rule, autant en Irlande du Nord qu'en Irlande du Sud. Après 1922, le conflit resta à l'état latent pour réapparaître en 1968. En 1968, c'est le début de nouvelles vagues de violence en Irlande du Nord, appelées les Troubles. Les catholiques réclament une meilleure égalité civique, sociale et économique, tandis que les protestants s'opposent farouchement à leurs demandes. Ne pouvant contrôler les violences, le premier ministre de l'Irlande du Nord demanda l'aide de Londres qui envoya l'armée en Irlande du Nord. Si dans les premiers temps la demande fut positive autant pour les Irlandais du Nord que pour les Britanniques, les choses vont vite changer. Alors que le but premier était de ramener l'ordre, les Britanniques y voyaient aussi l'occasion de défendre son territoire, car l'Irlande du Nord était un dominion britannique. Toutefois, en raison de la brutalité de l'armée, les catholiques se retournèrent contre leurs alliés. Ainsi, de 1969 à 1983, les principales violences furent perpétrées surtout entre les membres de l'Irish Republican Army, la IRA, et l'armée britannique. Chez les protestants, comme chez les catholiques, il y a la formation de groupes paramilitaires qui se transforment pour plusieurs en groupes terroristes. En 1972, une grève de la faim est organisée par les prisonniers républicains. Cet événement marque l'esprit des catholiques, mais aussi celui des groupes républicains, puisque ces membres de l'IRA prirent le statut de martyrs. Le Sinn Féin, parti politique républicain, en fit d'ailleurs une stratégie électorale en raison de sa popularité. Durant le mois de mars 1972, le Parlement de Londres décide de remplacer les institutions politiques de l'Irlande du Nord de 1920 pour en créer de nouvelles qui allouent aux protestants et aux catholiques un pouvoir partagé. Le Sunningdale Agreement de 1973 constitue l'acceptation par les groupes politiques modérés nord-irlandais, autant de Belfast que de Dublin, de l'unification des deux Irlandes si une majorité de Nord-Irlandais y conçoit. Cet accord fut malheureusement un échec car les tensions liées aux frontières étaient trop vives. Dans cette optique, il semblait évident que les tensions étaient trop élevées et qu'une solution diplomatique et politique n'était envisageable. Le 15 novembre 1985, l'Angleterre et l'Irlande du Nord concluent l'accord anglo-irlandais de Hillborough, signé par les premiers ministres Margaret Thatcher et Jared Fitzgerald. Cet accord permit d'organiser des réunions entre les gouvernements irlandais, nord-irlandais et britanniques à Belfast afin d'échanger sur la sécurité et les politiques pour trouver un terrain d'entente. Les protestants loyalistes virent cette initiative comme une ingérence et se positionnèrent contre elle. Plusieurs types de violences furent perpétrés en Irlande du Nord, allant de grève de la faim qui mène à la mort à l'internement sans justification. Ainsi, un climat de peur, d'intimidation, de suspicion et de doute régna. La violence faisait partie courante de la vie en société. Plusieurs personnes trouvèrent la mort lors des grèves ou encore d'assassinats sectaires, motivés par la politique. En 1994, un cessez-le-feu fut déclaré et il fut respecté le 31 août 1994 par les républicains et le 13 octobre 1994 par les loyalistes. Le conflit s'est officiellement terminé en 1998 par l'accord du Vendredi saint, lequel établit que l'Irlande du Nord et la République d'Irlande doivent faire passer 2 référendums pour se réunir. D'abord, il ne semble qu'il n'y ait jamais eu de tradition de non-violence en Irlande du Nord. En effet, les Nord-Irlandais catholiques avaient dans leur tradition un côté guerrier, là où la loyauté primait surtout. C'est pourquoi ils sont nombreux à s'être engagés aux côtés du Royaume-Uni durant la Seconde Guerre mondiale. Selon Richard Dutch, professeur à l'Université de Lyon, ces Nord-Irlandais ont tout simplement poursuivi la tradition de défendre leur royaume en prenant les armes, aux côtés des Britanniques car c'est de leur façon qu'ils exprimaient leur loyauté. Lors de leur participation à la Première Guerre mondiale, les Nord-Irlandais catholiques, soutenus par le nationalisme irlandais Patrick Spears, soutiennent une mentalité de sacrifice pour accéder à l'indépendance.
Les Nord-Irlandais catholiques auraient alors vécu dans un climat de violence constante. Au 16e siècle, tout comme au 20e, ils mènent une guerre civile pour se défendre des Britanniques, vivant parfois des victoires, parfois des défaites, ce qui entraîne un sentiment de revanche, voire de rancœur. L'Irlande du Nord fut créée dans le sang lorsqu'en 1916, les protestants offrent une résistance armée particulièrement féroce, s'ajoutant ainsi aux difficultés des catholiques, déjà en conflit avec les forces britanniques. De plus, ces violences menèrent les Nord-Irlandais à fonder un culte mystique fondé sur la mort et la violence. Par exemple, des grèves de la faim faites par des prisonniers républicains en 1981, des membres de la IRA ou d'autres membres communautaires républicains catholiques en firent des martyrs pour glorifier leur ancienne lutte contre les Britanniques. De même, d'autres révoltes armées, comme celle de 1916, furent glorifiées et ancrées au centre de l'histoire de la nation irlandaise. Les tensions identitaires sont également à la base des violences en Irlande du Nord. C'est à partir des années 1920 que les deux communautés se radicalisent davantage dans leur conception de la nation, selon laquelle un groupe culturel a le droit à l'autodétermination. Les tensions frontières, quant à elles, constituent aussi un facteur important dans la compréhension des violences. C'est pourtant depuis la partition de l'Irlande en 1920, qui devait pourtant représenter une solution, que les conflits nord-irlandais se sont complexifiés. Cette division de l'Irlande mena à des tensions politiques et socio-économiques entre les deux Irlandes, mais aussi avec l'Angleterre. Il est ainsi possible de saisir que le territoire est une partie non négligeable de l'identité nord-irlandaise. En effet, durant le 20e siècle, les politiques nord-irlandaises reposèrent majoritairement sur l'indépendance désirée par les nationalistes. En fait, deux positions politiques radicales et fortement teintées par la religion et le territoire sont présentes en Irlande du Nord. D'abord, nous avons les protestants qui se voient comme des Britanniques et qui désirent continuer à être dans le Royaume-Uni. Dans cette idée, ils ne veulent rien savoir de l'unification pour être loyaux envers l'Union et d'autre part, ils ne veulent pas faire partie du Sud majoritairement agricole et donc moins industriel de l'Esther. Enfin, ils rejettent la domination du catholicisme qu'ils trouvent trop orientée vers les racines gaéliques de l'Irlande et qui est contre l'avortement et les droits des femmes. Du côté des catholiques, les nationalismes se perçoivent comme irlandais et voudraient donc que tous les Irlandais soient unifiés dans un seul pays, donc que l'Irlande du Nord fasse partie de la République d'Irlande. Les catholiques perçoivent l'île comme une seule entité et ressentent de la frustration face à la non-réalisation de l'union de l'île, tandis que les protestants voient l'Irlande du Nord comme une seule possibilité de ne pas devenir une minorité et d'avoir l'appui des Britanniques. Ainsi, les Nord-Irlandais sont séparés en groupes ethno-nationaux, ayant chacun des désirs de constitution opposés et exclusifs. Ajoutons à cela des tensions sociales et économiques et nous avons un bon cocktail explosif. Entre la majorité fermière catholique et les riches propriétaires protestants, ce sont surtout des classes ouvrières et populaires qui se soulèvent. Sur le plan social, les catholiques vivent la discrimination, que ce soit par un accès moins favorable au marché du travail, à l'étude ou aux logements sociaux. De plus, la dominance protestante sur le plan politique et socio-économique ne sera reconnue que le 15 janvier 1969 par le gouvernement britannique. Des tensions religieuses sont également présentes depuis l'arrivée des protestants en Irlande du Nord au 17e siècle. La méfiance, la vengeance et les conflits ont toujours teinté les relations entre catholiques et protestants, ce qui ne permit jamais aux deux groupes de faire l'apprentissage de respect mutuel. En 1946, l'Education Act favorisa les catholiques à accéder aux études, une génération qui, en 1966, se révoltera contre les moins bonnes conditions de vie des catholiques dans une province contrôlée par des individus protestants. En réponse aux hausses des droits politiques et économiques accordés aux catholiques nord-irlandais, les marches orangistes firent leur existence encore plus justifiée et elles contribuèrent à augmenter les tensions liées à la religion. Ces marches et parades sont alors organisées par les protestants de l'Ordre d'Orange, fondé en 1795, une organisation notable de loyalistes. Chaque année, le 12 juillet, ces protestants paradent dans le quartier catholique de Gavorgh Road.
pour commémorer la bataille de la Borne de 1690, ce qui exacerbe les tensions religieuses et politiques. Dans la dernière moitié du 20e siècle, malgré les tentatives de retrouver la paix, les conséquences restent importantes. Au fil des décennies, c'est environ 3500 personnes qui perdent la vie, sans parler des blessures et autres événements malheureux. Environ 2% de la population est morte ou a subi des blessures durant la période des troubles, sans compter des blessures psychologiques ainsi que les traumas. À la suite de l'accord de paix de 1998, le gouvernement nord-irlandais a rapidement mobilisé des ressources institutionnelles afin d'aider les victimes. Néanmoins, une certaine ségrégation s'installa en Irlande entre catholiques et protestants, et avec elle, des mouvements civiques pour la paix. Nous l'avons vu au cours de cet épisode, les violences en Irlande du Nord ont des racines multiples et très anciennes. Tout particulièrement complexes, elles sont surtout identitaires, frontalières, religieuses, politiques et bien d'autres. Les catholiques comme les protestants entretiennent une vision stéréotypée de l'autre groupe, justifiant alors leurs attaques armées. Ces multiples conséquences, dont les morts et les blessures, ont entraîné une hausse importante des mouvements pacifiques qui font encore pression aujourd'hui. L'accord de paix de 1998, qui se voulait être une solution au conflit centenaire, aura permis néanmoins de tamiser un peu le feu sur ces violences incessantes. Néanmoins, les blessures psychologiques qui paraissent sur les Nord-Irlandais semblent difficiles à guérir, sans doute parce qu'ils les transmettent de génération en génération. Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère que vous aurez apprécié celui-ci. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un commentaire juste en dessous et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!